Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Quelle est la première question qu'on va se poser généralement lorsqu'on veut rouler en voiture électrique? Combien vais-je pouvoir faire de kilomètres avec une charge? Pour le grand public, cette valeur est le grand sujet depuis la réapparition des autos électriques dans notre quotidien. Cette focalisation est-elle justifiée? Cet épisode du Choucroute Garage va tenter de répondre à cette question et remettre en perspective la réalité par rapport aux inquiétudes. Lorsque j'ai commencé ma chaîne, je me suis posé la question de ce que je pourrais apporter à mon public en matière de voiture électrique. Et c'est très logiquement que ma première vidéo a traité de l'autonomie. Avec mes connaissances de l'époque, mon expérience alors limitée à mon utilisation personnelle et à celle de mes clients en tant que commercial automobile, j'ai pu synthétiser une explication en quelques minutes. Pourtant, aujourd'hui, les choses ont évolué et il est temps de refaire une vidéo sur le sujet en tenant compte des nouvelles avancées dans tous les domaines. Mais au fait, pourquoi se focalise-t-on sur cette valeur d'autonomie pour une électrique, alors que nous ne le faisons que nettement moins pour les voitures thermiques? En fait, lorsque nous découvrons un nouveau sujet, nous avons tous tendance à nous focaliser sur ce que nous comprenons le mieux. Lorsqu'on parle de consommation pour une voiture thermique, cela renvoie à des notions qui nous parlent, sans avoir besoin de réfléchir. Nous savons intuitivement si une consommation est basse ou élevée en fonction de notre vécu et des contraintes qui nous sont propres. Nous avons aussi une idée assez précise de ce que cela représente en termes de dépenses. En clair, en un instant, nous nous faisons une opinion qui est en général assez juste puisque basée sur notre expérience. Passer à la voiture électrique, c'est entrer dans un monde inconnu où nous n'avons plus de référence. L'esprit se raccroche alors à des notions qu'il pense connaître. Logiquement, la question première est donc le nombre de kilomètres parcourus avec un plein et le prix de ce fameux plein. C'est tellement plus facile que de se référer à des valeurs de consommation en kilowattheure qui n'évoquent rien d'un prime abord à une personne découvrant la voiture électrique. De plus, la variabilité des prix de ces mêmes kilowattheures en fonction du lieu de recharge embrouille encore un peu plus notre cerveau et nous fait ressentir de la peur. Donc, il est tout à fait compréhensible que la voiture électrique semble compliquée et que, en refuge, nous soyons attirés par des propositions qui se rapprochent de nos habitudes, tout en apportant une image plus saine à nos déplacements. Et ça, les gens qui pratiquent le marketing le savent bien. Ils offrent des solutions comme les voitures hybrides qui vont pouvoir offrir l'image voulue tout en rassurant le client, même si c'est une solution qui n'apporte que peu de gains par rapport à la voiture thermique. Cela ne s'applique d'ailleurs pas qu'à l'automobile et représente une généralité pour toutes les nouveautés que nous avons intégrées dans nos vies. Pourtant, même dans l'usage d'une voiture thermique, certaines personnes ont également la volonté d'avoir la plus grande autonomie possible. Bien souvent, ce n'est pas seulement pour partir en vacances une fois dans l'année et traverser le pays d'une seule traite, mais simplement pour ne pas devoir aller à la pompe trop souvent. Et là, on ne parle que de quelques minutes pour faire le plein, pas de plusieurs heures comme lors d'une recharge lente de voiture électrique. On imagine donc bien qu'ici l'autonomie revêt une importance capitale. Beaucoup pensent que la voiture électrique n'a pas de grande autonomie et se charge lentement. Voyons ce qu'il en est dans les faits. Les premières voitures électriques modernes avaient de petites batteries. Ainsi, la Zoé avait 22 kWh et la Leaf 24. Déjà là, les personnes qui découvrent l'automobile électrique se posent légitimement la question. Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est beaucoup? Voyons alors ce que cela donne en termes d'autonomie. Avec des consommations de 13 à 20 kWh pour 100 km, sans faire le foufou sur la route, ces autos pouvaient parcourir au mieux 150 km et bien souvent moins de 100. De plus, elles ne se chargeaient en effet vraiment pas vite. Comme elles étaient les premières sur le marché, cela a ancré une certaine idée de la voiture électrique dans le grand public. Et certaines idées ont la vie dure, comme la location de batterie qui, si elle a été une grande erreur des constructeurs, a quasiment disparu. Les technologies ont évolué et les batteries aussi. Une Zoé a une batterie de 52 kWh et une possibilité de charge rapide à 50 kW. Comparons-la à une voiture thermique similaire pour voir ce que cela implique en termes d'usage quotidien. Prenons une Clio Essence de 90 chevaux pour disposer de la même puissance. Elle a un réservoir de 42 litres avec une consommation moyenne recensée par les utilisateurs d'environ 7 litres au 100. Elle peut donc parcourir théoriquement 600 km avec un réservoir. Dans les faits, il est rare d'attendre le dernier moment pour faire le plein.
Généralement, c'est au dernier quart qu'on s'arrête à la pompe. Elle a donc une autonomie pratique de 450 km. Pour la Zoé, c'est un peu pareil. Avec une consommation moyenne recensée de 16,5 kWh, on peut parcourir 315 km en théorie et 240 en prenant une marge d'un quart de la capacité. En France, les propriétaires de voitures essence parcourent en moyenne un peu moins de 9000 km par an, soit 25 km par jour. On devra donc faire le plein de la Clio tous les 18 jours et recharger la Zoé tous les 9 à 10 jours. Voilà, nous avons transposé les chiffres abstraits en habitudes de notre quotidien. Et justement, les habitudes du quotidien sont plutôt bien connues des statisticiens. En moyenne, un Français consacre 1h30 de son temps hebdomadaire à ses achats et fréquente 2 ou 3 enseignes en moyenne. Un propriétaire de Clio va donc à la pompe en sortant de ses courses et consacre quelques minutes pour remplir son réservoir lorsque le besoin s'en fait sentir. Le propriétaire de Zoé préférera se charger aussi souvent que possible et ne perdra pas de temps. Encore faut-il qu'il y ait une borne, qu'elle fonctionne et soit disponible. Et là, on pourrait se dire que c'est vraiment pas gagné. Pourtant, le législateur a décidé de changer les choses. Pour tous les parkings de plus de 40 places, ce qui est une généralité dans les centres commerciaux, 20% des emplacements devront être équipés de bornes de recharge de voitures électriques. La puissance minimale de ces bornes est de 7,4 kW si l'installation est alimentée par des énergies renouvelables, et de 22 kW dans le cas d'une consommation issue du réseau électrique. Dans tous les cas, des bornes 22 kW restent obligatoires, mais en moins grand nombre. De plus, certains décident de passer directement à des bornes à 50, 100 ou 150 kW. Cette obligation est destinée à obtenir deux effets. Rendre la recharge plus disponible, mais aussi inciter les exploitants à utiliser les surfaces de leur toiture pour produire de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques. Voyons maintenant si notre Zoé peut espérer recharger convenablement dans un tel cas. Une Zoé aura besoin de 37,5 kWh pendant 10 jours. Si elle ne compte que sur les recharges pendant les courses, elle devra disposer de cette quantité d'énergie en un peu plus de 2 heures. On va devoir avoir recours à des bornes de 22 kW au minimum. Certains me diront qu'il n'y aura jamais assez de bornes si tout le monde recharge ainsi. Et ils ont raison. Il faut pourtant prendre en compte que recharger à son domicile est moins cher que de faire appel à une borne qui seront clairement toutes payantes. Donc, seuls ceux qui ne comptent que sur ces bornes y auront recours. De plus, tous les parkings ont la même obligation légale. Ce sont entre 5 et 20% des places qui devront accueillir des bornes du moment qu'ils accueillent du public, quel que soit le secteur d'activité, ou le propriétaire de l'emplacement, État ou privé. Cette disposition s'applique aux nouveaux parkings et s'étendra progressivement aux structures déjà existantes. Au final, on voit bien que dans une utilisation quotidienne, les besoins sont couverts. Mais bon, il est parfois nécessaire de se déplacer plus loin, et là l'autonomie devient à nouveau primordiale. Les médias nous ont abreuvés d'exemples de galères sur de tels trajets. Lorsque l'on part en week-end, on utilise rarement une citadine, surtout si on a une autre voiture plus familiale. Mais imaginons un départ en vacances en Zoé ou en Clio. Avec un trajet autoroutier à 130 km/h, une Zoé consomme plus que sa moyenne, comme la Clio d'ailleurs. On se situe dans les deux cas à 20% de consommation supplémentaire à peu près. Par contre, une voiture électrique dispose d'une jauge bien plus précise que celle des voitures thermiques. Mais imaginons toutefois que dans les deux cas, on fasse le plein à 10% d'autonomie restante. La Zoé fera 215 km avant de devoir se charger. Si le trajet est un peu plus long que cela, il faudra une recharge rapide. Or, les 50 kW annoncés par le constructeur sont une valeur maximale, pas une moyenne. Entre 10 et 80% de la charge de la batterie, c'est plutôt sur 35 kW qu'il faudra compter. En effet, une batterie charge plus vite si elle est vide et à partir de 80%, ses temps de recharge s'effondrent. Il est donc préférable de ne pas dépasser cette valeur et de se charger plus souvent. C'est plus rapide sur un grand trajet. Faire l'erreur de charger à 100% est commune, et plus particulièrement pour les journalistes, qui cherchent à caricaturer ainsi l'usage de la voiture électrique. Et là, c'est reparti pour un petit jeu de calcul pas très intuitif pour les néophytes. Pourtant, il n'y a pas ici de difficulté à faire ce calcul rapidement. Une charge à 35 kW pendant une heure permet de recharger 35 kWh, tout simplement. Notre Zoé aura besoin de charger 70% de sa capacité, soit de 10 à 80%, donc 36,4 kWh. On divise par 35 et on obtient un peu plus d'une heure. Cela permet de parcourir ensuite près de 175 km avant d'avoir de nouveau besoin de recharger. La Clio, elle, pourra faire le même trajet d'une traite.
Voilà qui semble limiter fortement l'usage des voitures électriques et les cantonner à des usages locaux. Mais là, on voit que l'autonomie n'est pas le seul critère à prendre en compte. La vitesse de recharge est aussi un point essentiel. La Zoé n'est clairement pas conçue pour faire de longs trajets. Est-il pour autant nécessaire d'avoir 1000 km d'autonomie pour voyager? Voyons cela sous un angle technique. En effet, comme pour une voiture thermique, il y a voiture électrique et voiture électrique. Elles ne sont pas toutes égales en termes d'efficacité. On appelle cela l'efficience. Prenons un exemple entre deux SUV, type de véhicule très prisé des familles. Le BMW iX xDrive 40 emporte une batterie de 75 kWh et pèse 2365 kg. Sa consommation mesurée par AutoNews est de 25,5 kWh pour 100 km à 130 km/h. En tenant compte d'une marge de 10%, le BMW peut parcourir 260 km avant de devoir s'arrêter. Sa puissance de recharge maximale est de 150 kW, mais je prendrai une moyenne de 100 pour la durée de la charge, soit les 2/3. Pour passer de 10 à 80% de charge, il lui faut donc 30 minutes environ pour repartir pour une étape de 200 km. La deuxième voiture que j'ai choisie pour ce face-à-face est plus légère. Le Tesla Model Y Long Range pèse 1950 kg pour une batterie de 82 kWh. AutoNews a mesuré une consommation à 130 de 20,3 kWh pour 100 km. Le SUV américain pourra donc parcourir 360 km avant de s'arrêter. Il peut charger à 250 kW maximum. Comme pour la BMW, je prendrai une valeur à 2/3, soit 160 kW environ. Son arrêt de recharge sera donc de 20 minutes pour repartir pour une étape de 280 km environ. Voilà qui est déjà nettement plus acceptable. Voyons maintenant ce que cela donne avec une voiture thermique. J'ai pris un SUV familial qui n'est pas trop gourmand et que je connais bien. Le Mazda CX-5 192 chevaux dispose d'un moteur essence atmosphérique, donc sans turbo, dont les consommations sont plutôt contenues sur autoroute. Il consomme un peu moins de 10 litres au 100 dans sa version automatique. Je pars donc sur cette valeur car elle est juste un peu plus basse que celle que j'ai pu expérimenter personnellement quand j'étais commercial. Son réservoir est de 58 litres. Avec 10% de marge, il peut donc parcourir 520 km avant de s'arrêter à la pompe. Sur 1000 km, en supposant qu'aucun véhicule ne fasse d'autre arrêt que celui pour refaire le plein, un CX-5 fera un plein, soit 5 minutes d'arrêt au mieux. Un modèle Y fera 3 arrêts de 25 minutes et un BMW iX fera 4 arrêts de 35 minutes environ. Le modèle Y perd 70 minutes par rapport au Mazda et le BMW 2h10. Dans la vraie vie, cela se passe pourtant un peu différemment. Lorsque l'on part en vacances, surtout avec des enfants, un trajet de 1000 km ne se fait pas d'une traite. Il faut bien manger, se dégourdir les jambes ou se soulager. Même en faisant 3 arrêts de 10 minutes seulement, ce qui est à mon sens un minimum du minimum, l'avantage du CX-5 fond de moitié sur le modèle Y. On voit ici que l'autonomie, ça compte, mais seulement jusqu'à un certain point. Le BMW est certes trop court pour de longs voyages, mais le Tesla ne perd que peu de terrain par rapport à une voiture thermique. Et maintenant, il est temps de parler un peu technique. Rassurez-vous, ce sera très simple. Imaginons une Tesla Model Y avec une batterie suffisante pour faire 1000 km. Elle serait largement plus lourde que l'actuelle. Si on doublait la capacité de la batterie, la voiture prendrait 450 kg environ, arrivant au poids de la BMW. Or, celle-ci consomme largement plus que la Tesla en cycle mixte. Même si le modèle Y est plus efficient grâce à ses moteurs et son aérodynamique, sa consommation s'envolerait tout de même et son agrément de conduite serait dégradé. Si on regarde au niveau pratique, seriez-vous prêt à traîner un tel boulet toute l'année juste pour partir en vacances en gagnant une demi-heure pour 1000 km? De plus, la voiture serait alors plus chère et l'augmentation des consommations, c'est vous qui la payeriez. Accepteriez-vous cela? Enfin, si les arrêts permettent de se dégourdir les jambes ou de tranquilliser les enfants pendant un départ en vacances, ils ont une toute autre utilité lorsque l'on travaille avec sa voiture. Personnellement, je travaille souvent pendant ces pauses et lorsque j'arrive à destination, je peux profiter d'une soirée l'esprit tranquille alors que d'autres travaillent encore pour rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant le trajet. D'une manière tout à fait factuelle, le rapport bénéfice-inconvénient n'est pas en faveur d'une automobile électrique de 1000 km d'autonomie. Et là, on touche à un point très important. Tout ce que je viens de vous dire est vrai pour une Tesla, en raison du réseau de superchargeurs avec des bornes présentes un peu partout. Lorsque l'on parle des autres constructeurs, ce n'est pas encore le cas. La seconde préoccupation des personnes qui s'intéressent à la voiture électrique est la recharge rapide.
Partir en vacances peut vite devenir une galère si on ne dispose pas d'un réseau de recharge fiable et bien implanté. Or, c'est loin d'être le cas pour les réseaux multimarques. À la fiabilité souvent aléatoire, les bornes sont peu nombreuses et souvent complexes à utiliser. En clair, il faut un effort pour préparer son voyage en tenant compte de solutions alternatives lorsque le plan A ne fonctionne pas, et même parfois plusieurs plans alternatifs lorsque l'un ne fonctionne pas. Tout ça n'est pas très intuitif. De nombreux efforts sont en cours, mais pour le moment, il n'y a qu'un seul réseau qui réponde aux besoins des personnes qui ne veulent pas se prendre la tête pour voyager en voiture électrique. Le réseau de superchargeurs Tesla. Fiable, bien implanté et bien fourni, il permet de payer directement grâce à l'application et fournit le service de recharge attendu en toute simplicité. Il permet de sillonner l'Europe sans se poser de questions et c'est bien ce qu'attendent ses clients. L'ouverture progressive du réseau Tesla à toutes les marques de voitures électriques rendra de facto inutiles les voitures électriques à 1000 km d'autonomie. 300 à 400 km sur autoroute seront largement suffisants pour tous et pour tous les usages. Pourtant, nous l'avons vu avec la BMW iX, même ces autonomies ne sont pas une réalité pour la majorité des concurrents de Tesla. Il leur faudra passer par de gros efforts techniques pour arriver soit à améliorer l'efficience de leurs autos, soit à investir dans de nouvelles technologies de batteries contenant plus d'énergie dans un même volume. Plusieurs de ces batteries du futur sont déjà à l'étude. J'ai commencé une série d'ailleurs sur le sujet, regroupée dans une playlist que je vous mets dans les fiches et dans la description. D'autres épisodes arrivent et pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer ces nouvelles vidéos. La prochaine traitera entre autres d'une avancée plus qu'intéressante qui a permis à une Tesla Model S de parcourir 1200 km en une seule charge. Et nous verrons que si cela ne sert à rien d'un point de vue pratique, c'est bigrement intéressant pour l'avenir des voitures électriques de Monsieur Tout-le-Monde et constitue une extension à cette vidéo d'aujourd'hui. Donc ne la ratez vraiment pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.